Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une troisième vidéo sur le chapitre des matrices. Jusqu'à présent, nous avons appris à faire des calculs avec les matrices avec des opérations de base comme l'addition, la multiplication entre matrices et la multiplication d'une matrice par un scalaire. Et puis, nous avons appris à calculer des déterminants de matrices. Dans cette vidéo, nous allons voir en particulier des propriétés sur les déterminants, avec en particulier, entre autres, l'effet d'une transformation sur la matrice sur le déterminant de la matrice. Et puis, dans un deuxième temps, nous irons calculer des matrices inverses avec deux méthodes phares qui seront la méthode de Gauss et la méthode des cofacteurs. Allez, c'est parti pour les propriétés sur les déterminants d'une matrice carrée. Elles sont relativement nombreuses, mais elles sont assez imbriquées les unes avec les autres. Commençons par une première série de types de propriétés, les propriétés de relation entre matrices. Donc, je prends deux matrices A et B carrées de même dimension. Première propriété, les déterminants de A et de sa transposée sont égaux. Alors, comme vous pourrez le constater, nous n'allons pas montrer de démonstration des propriétés que nous annonçons, à partir du moment où les démonstrations chez les matrices procèdent de calculs un petit peu laborieux et qui n'apportent pas grand-chose au débat. Donc, on pourra le vérifier. Par contre, c'est vrai que si je prends deux matrices carrées de dimension 2 ici, 1, 2, moins 3, 4 et 1, moins 3, 2, 4, elles sont transposées l'une de l'autre. Et j'affirme que les déterminants de ces deux matrices sont égaux. Alors vérifions avec la première matrice 1 fois 4 moins 2 fois moins 3, ça nous donne 4 plus 6, 10. Avec sa matrice transposée, 1 fois 4 moins 3 fois 2, on ne fait qu'échanger les deux derniers facteurs, et le résultat est bien sûr égal à 10. Alors ce qui est assez remarquable, c'est que cette propriété est vraie, quelle que soit la dimension de la matrice en question. Deuxième propriété, qui est vraiment fondamentale et très importante, déterminant de AB égale déterminant de A fois déterminant de B. Alors là encore, on a affaire à des démonstrations qui sont relativement laborieuses en général, et ça peut se démontrer par récurrence, par exemple. Prenons des exemples. Je prends les deux matrices 1, 2, moins 3, 4 et 5, 1, 2, 6. Si je les multiplie entre elles, j'obtiens la matrice 2, 14, moins 16, 28. Vérifions sur cet exemple la propriété 2. Le déterminant de AB est égal à 2 fois 28 moins 14 fois moins 16. 2 fois 28, ça nous donne 56. 14 fois moins 16, ça va nous donner moins 254. 224, excusez-moi. Donc nous avons 56 plus 224, autrement dit 280. Le déterminant de la première matrice est égal à 1 fois 4 moins 2 fois moins 3, donc 10. Le déterminant de la deuxième est égal à 5 fois 6, 30, moins 1 fois 2, 28. 10 fois 28, 280, c'est le déterminant que nous avons obtenu pour la troisième matrice. Alors, une conséquence de cette propriété générale, c'est que les déterminants d'une matrice et de son inverse, si elle existe, sont inverses l'un de l'autre. Déterminant de A puissance moins 1 est égal à 1 sur déterminant de A. Effectivement, si je reviens sur la propriété 2 et que j'appelle B A puissance moins 1, déterminant de A fois déterminant de A puissance moins 1 doit être égal à déterminant de A fois A puissance moins 1. Or, A fois A puissance moins 1 vaut I, et le déterminant de I, bien entendu, est égal à 1. Donc on a bien la propriété 3. Alors voyons un exemple avec une matrice et son inverse. On a eu l'occasion de voir cet exemple en fin de vidéo numéro 1 sur les matrices. Et effectivement, la matrice du bas est bien l'inverse de la matrice du haut. Vous pourrez vous en convaincre en les multipliant l'une par l'autre et en retrouvant la matrice identité. Le déterminant de la première vaut 10. Le déterminant de la deuxième vaut 0,4 fois 0,1, 0,04, moins 0,2 fois 0,3, donc plus 0,06. 0,04 plus 0,06 égale 0,1, qui est bien l'inverse de 10, qui était le déterminant de la première. Voyons un deuxième groupe de propriétés. Une partie 4 d'abord, effectivement, corollaire. Une matrice A est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Alors, effectivement, ce qu'on voit dans la propriété numéro 3, c'est que puisque les déterminants d'une matrice et de son inverse sont inverses l'un de l'autre, aucun d'eux ne doit valoir 0. Et en fait, ce que j'affirme dans la partie 4, qui est plus qu'un corollaire de la propriété 3, c'est qu'une matrice A est inversible si et seulement si
son déterminant est non nul. Donc le fait que le déterminant soit non nul est une condition nécessaire, la propriété 3 nous le montre, mais c'est également une condition suffisante d'existence de la matrice inverse. Alors, on le verra plus tard avec une formule qui nous dit exactement comment obtenir la matrice inverse d'une matrice donnée, et on verra que, hormis le fait que le déterminant de la matrice soit nul, rien d'autre ne peut empêcher la matrice inverse d'exister. Dernière définition, une matrice de déterminant nul est dite singulière, donc une matrice non inversible. Le fameux deuxième groupe de propriétés sont les propriétés de transformation d'un déterminant, c'est-à-dire que si je transforme ma matrice, comment est-ce que ça va transformer le déterminant? Une propriété 5 nous dit si on multiplie tous les éléments d'une même ligne ou d'une même colonne par un nombre lambda, le déterminant est multiplié par ce même nombre, schématisé par ce qui est surligné en bleu. Un exemple, je prends la matrice à nouveau 1, 2, moins 3, 4, dont on sait que le déterminant vaut 10. Si maintenant je parle de la matrice 10, 20, moins 3, 4, j'ai multiplié par 10 la première colonne. Et bien l'effet de multiplier par 10 son déterminant. Effectivement, 10 fois 4 moins 20 fois moins 3 est égal à 40 plus 60, 100, cette fois-ci, alors que le déterminant de la première valait 10. Alors on voit bien en dimension 2 très facilement que, effectivement, dans chacun des deux produits, on a un facteur 10 qui est apparu. Ce n'est plus 1 fois 4, c'est 10 fois 4, ce n'est plus 2 fois 3, c'est 20 fois 3. Donc on comprend bien que le déterminant à l'arrivée était multiplié par 10. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que cette propriété, encore une fois, est générale et s'applique à toute dimension. Un corollaire de cette propriété, c'est que le déterminant de lambda A vaut lambda puissance n déterminant de A, où n est la dimension de la matrice. Effectivement, si cette fois-ci c'est chaque colonne qui est multipliée par 10, par exemple, eh bien dans chaque facteur du calcul du déterminant, on aura une multiplication par 10. Et donc, si par exemple on prenait la matrice moins 30, 40 au lieu de moins 3, 4, eh bien entendu, le déterminant se calculerait par des facteurs de type 10 fois 40 au lieu de 1 fois 4, d'où une multiplication par 100 ici. Voilà, donc étant en dimension 2, un facteur 10 sur le coefficient de la matrice implique un facteur 100 sur le déterminant. Bien sûr, en dimension 3, ça serait un facteur 1000. Propriété 7, l'échange de deux lignes ou de deux colonnes change le signe du déterminant, ce qui n'est pas spécialement lié aux propriétés précédentes. Donc si on fait une permutation dans la matrice, on change le signe du déterminant. Alors, voyons un exemple, moins 3, 4, 1, 2, et la matrice donc, qui serait 1, 2, moins 3, 4. Faisons ça par colonne. Le déterminant de cette première matrice, moins 3 fois 2, moins 4 fois 1, va valoir moins 6, moins 4, moins 10. Et effectivement, il s'agit d'une permutation faite à partir de la première matrice, qui était 1, 2, moins 3, 4, dont le déterminant valait 10. Donc effectivement, ça a l'air de fonctionner. Dernière propriété sur ce point-là, si une ligne ou une colonne est additionnée d'une combinaison linéaire des autres, le déterminant reste inchangé. Alors là, ça peut paraître beaucoup moins intuitif, mais si jamais vous décidez de remplacer une ligne ou une colonne par elle-même et une combinaison des autres, alors ça ne va rien changer. Alors je prends, cette fois-ci en dimension 3, la matrice qui s'affiche ici, et puis une deuxième matrice qui correspond en première colonne à l'addition de l'ancienne première colonne par 2 fois la deuxième colonne et la troisième colonne. Autrement dit, je vais prendre, en regardant la matrice de gauche, 1 plus moins 2 plus 2. Et donc, dans la deuxième matrice, je reste à 1. En deuxième ligne, je vais calculer 0 plus 2 fois 3 plus 1. Donc 7. Et en troisième ligne, 2 plus 2 fois 0 plus 1, donc 3. Donc la première colonne, dans la nouvelle matrice, est une combinaison linéaire de l'ancienne première colonne, prise avec un coefficient 1, bien sûr, c'est essentiel, et ajoutée d'une combinaison linéaire des autres colonnes. Eh bien, j'affirme que le déterminant de la matrice n'a pas changé. Alors, on peut vérifier ça avec, par exemple, la règle de Sarrus, ici en dimension 3, ça ira vite. Les trois diagonales dans le premier sens nous donnent 1 fois 3 fois 1, 3, moins 1 fois 1 fois 2, moins 2. Et 0, 0 fois 2, 0. Donc pour l'instant, je suis à 3 moins 2, 1. Je pars sur les diagonales dans l'autre sens, 2 fois 3 fois 2, donc 12.
Donc j'étais à 1, moins 12, je suis à moins 11. Ensuite, j'ai 1 fois 0 fois 1 et 0 fois moins 1 fois 1, donc à chaque fois j'ai 0. Donc je reste à moins 11. Le déterminant de la nouvelle matrice, 1 fois 3 fois 1, 3. Moins 1 fois 1 fois 3, moins 3, donc je suis à 0. Pardon. 7 fois 0 fois 2, 0. 3 diagonales dans l'autre sens, 2 fois 3 fois 3, donc ça nous fait 12. 1 fois 1 fois 0, rien du tout. Et moins 1 fois 7 fois 1, moins 7. Donc je suis à 5. Alors, je vais faire une petite erreur de calcul dans la première, donc je reprends. 3, moins 2, 1, moins 0. Donc 1, moins 12, moins 11, moins 11, moins 11. 3, moins 3, 0, plus 0, 0. 3 fois 3, 9 fois 2, 18. C'est là que j'avais fait une erreur. Donc je suis à moins 18. Je reste à moins 18. Et 7 fois moins 1 fois 1, moins 18 plus 7, moins 11. Voilà, donc vous vérifierez évidemment à tête reposée. Les deux déterminants de ces deux matrices valent moins 11. Et donc ce qu'affirme la propriété, c'est que c'est vrai dans tous les cas de figure possibles. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que les transformations qui sont faites au niveau de ces propriétés-là, 5, 6, 7, 8, sont des transformations qui peuvent être effectuées sur des lignes ou alors sur des colonnes. C'est-à-dire que ça marche très bien dans les deux sens. Alors ça tient lieu au fait que les calculs de déterminants se font par diagonale, et donc quand on échange des lignes ou des colonnes, à l'arrivée, on va retrouver les mêmes propriétés. On a une certaine symétrie. Dernier groupe de propriétés sur le déterminant, c'est les propriétés d'annulation d'un déterminant. À quel moment un déterminant va s'annuler, c'est-à-dire à partir de quelle transformation? La propriété 9 est la propriété générale. Si une ligne est une combinaison linéaire des autres, alors le déterminant est nul. Donc, propriété à ne pas confondre avec la précédente. D'accord? Cette fois-ci, si une ligne se trouve être égale à une combinaison linéaire des autres, le déterminant est nul. Donc évidemment, on peut jouer sur cette propriété par rapport à l'ancienne. C'est-à-dire que si je ramène, si vous voulez, mon égalité LI égale alpha 1 L1 plus etc. plus alpha n Ln avec tout dans le membre de gauche, eh bien j'aurai Li plus alpha 1 L1 plus alpha 2 L2, etc., enfin moins, avec des signes moins alpha n Ln égale 0. Et donc ça signifie que c'est un peu comme si j'avais transformé ma ligne Li par une ligne de valeur 0. Alors là encore, je vous laisse réfléchir à tête reposée là-dessus, et puis vous pourrez me poser des questions lors du visionnage de la formule, dans les commentaires, enfin de la vidéo. Mais on est dans le cas de figure où une ligne aurait pu être remplacée par la ligne nulle. Il suffit pour ça de trouver la bonne combinaison linéaire, enfin celle qu'on a sous les yeux, et puis de dire, voilà, je vais lui retrancher cette combinaison linéaire des autres lignes, et j'ai transformé ma matrice en une ligne nulle. Alors, bien entendu, on a un déterminant qui va être nul ici. Et encore une fois, idem pour les colonnes. Alors, pour l'exemple que je vais donner, je vais fonctionner en colonne pour qu'on voit bien que ça marche aussi pour les colonnes. Donc j'ai la matrice 1, 2, 3, 6, 5, 4, 8, 9, 10. Il se trouve que dans cette matrice, la troisième colonne est égale à 2 fois la première plus la deuxième. Donc la troisième colonne est une combinaison linéaire des colonnes 1 et 2. D'accord, donc effectivement, j'ai 2 plus 6 égale 8 en première ligne. En deuxième ligne, j'ai 4 plus 5 égale 9. Et en troisième ligne, 6 plus 4 égale 10. Eh bien, le déterminant de cette matrice est égal à 0. Alors, reprenons avec la règle de Sarrus par exemple. Première diagonale, 50. Deuxième diagonale, 6 fois 9 fois 3, 162. Donc je suis à 212. Troisième diagonale, 2 fois 4, 8 fois 8, 64. Donc j'étais à 212, 212 plus 64, 276. Je vais enlever 3 fois 5 fois 8, donc 120. Donc je tombe à 156. J'enlève 4 fois 9, 36. Je tombe à 120. Et j'enlève 2 fois 6 fois 10. J'enlève 120 et je retombe sur 0. Le déterminant de cette matrice est nul. Alors, un corollaire, si une ligne d'une matrice est nulle, alors son déterminant est nul. Donc c'est ce que j'expliquais au-dessus, c'est-à-dire que, effectivement, si une ligne est une combinaison linéaire des autres,
eh bien, je n'ai qu'à transformer ma matrice en lui retranchant cette combinaison linéaire à la ligne LI. À ce moment-là, j'obtiens une matrice de ligne nulle. Et la propriété 9 me dit, mais de toute façon, à l'arrivée, le déterminant vaudra 0. Alors, c'est plus facile à voir encore avec un exemple. Oui, effectivement, et ici je prends une colonne, encore une fois. Si j'ai une colonne composée de 0, chaque produit intervenant dans le calcul du déterminant va avoir un facteur 0. Et donc je vais me retrouver à additionner et à soustraire des zéros. Donc bien sûr, à l'arrivée, j'ai un déterminant nul. Enfin, si deux lignes sont égales ou multiples l'une de l'autre, alors le déterminant est nul. Ce qui est le cas le plus simple possible de la propriété 9, mis à part la ligne ou la colonne nulle, bien sûr. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que cette propriété est valable pour les colonnes. Donc, si j'ai Li qui est égal à alpha indice J0 fois Lj0, donc ça veut dire que Li est finalement une combinaison linéaire des autres lignes, mais avec un coefficient non nul seulement sur la ligne Lj0, et des coefficients nuls partout sur les autres lignes, eh bien la propriété 9 va fonctionner toujours, et j'ai un déterminant nul. Alors, ici par exemple, 1, 2, 3, 6, 5, 4, 3, 6, 9. Donc mes deux premières colonnes sont plutôt quelconques l'une par rapport à l'autre, mais il se trouve que la colonne 3 vaut exactement 3 fois la colonne 1. Je suis dans un cas de figure similaire au tout premier cas de figure pris en exemple à gauche. Donc on pourrait recalculer le déterminant et se rendre compte qu'effectivement il vaut 0, parce que C3 est égal à 3 fois C1. Alors, ces propriétés-là, on va s'en resservir de temps en temps. Voyons maintenant cette notion de matrice inverse, alors non seulement avec la notion, la définition, mais aussi les propriétés et la façon de l'obtenir. La matrice inverse, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans plusieurs applications sur les matrices. Alors évidemment, on redonne une définition claire, hein. A est une matrice carrée de dimension n. On dit qu'elle est inversible s'il existe une matrice a puissance moins 1 dans le même espace, Mn de K, telle que A fois A puissance moins 1 égale I, la matrice identité dans cette dimension. Et je redis ici que A est inversible si et seulement si le déterminant de A est différent de 0. Et donc, encore une fois, on peut constater qu'avec les exemples précédents qu'on a pu voir, hein, il n'y a pas que la matrice nulle qui n'est pas inversible, loin de là. Il suffit qu'une matrice ait un déterminant nul pour qu'elle n'ait pas d'inverse. Alors, autre propriété qu'on peut décrire brièvement, l'inverse de A-1 est A. Oui, la notion d'inverse, c'est quelque chose de symétrique, c'est-à-dire que chez les réels également, hein, si on dit que l'inverse de 10 vaut 0,1, ça signifie aussi que l'inverse de 0,1 vaut 10. Si vous posez le calcul, 1 sur 10 égale 0,1, mais 1 sur 0,1 vaut 10 également. Donc c'est parfaitement symétrique chez les matrices aussi, notamment dans l'égalité qui est donnée au bout de la définition, on pourrait très bien échanger les notations A et A puissance moins 1. A puissance moins 1 fois A donnera I aussi. Donc on est sur un des cas particuliers de la commutativité. Deuxième, I est inversible et est sa propre inverse. Effectivement, on constatera très facilement que I fois I égale I. Et donc si on s'en tient à la définition, ben, ça veut dire que I puissance moins 1 est égal à I. AC égale BC, et respectivement CA égale CB, et C est inversible, alors ça implique que A égale B. C'est-à-dire que si une matrice C est inversible avec de tels produits, et donc une telle égalité, on peut simplifier par C. Mais attention, ça veut dire aussi que si C n'est pas inversible, on n'a plus le droit de simplifier par C. C'est-à-dire que dans le cas général, A n'est pas égal à B. D'accord ? On sait très bien, si P implique Q, d'accord, ça ne veut pas dire que non P implique non Q, mais on peut douter de non P implique non Q. D'accord ? Par contre, la réciproque est vraie. La réciproque n'est pas vraie, par contre, la contraposée, excusez-moi, je perds mes mots, est vraie. Donc à droite, je prends le contraire de ma conclusion. Si A est différent de B, alors j'aurai le contraire de ce qui se passe ici. C'est-à-dire, soit j'ai AC égale BC, mais avec C non inversible, ça peut se produire.
soit j'ai tout simplement, avec une matrice C inversible, AC différent de BC. Hein, tout simplement parce que j'étais parti de A différent de B à droite. Alors, ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est quand même ce qui est écrit dans ce sens-là, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une simplification par une matrice lorsqu'on se trouve confronté à un produit et qu'on aimerait bien simplifier un calcul. Voilà, mais donc il faut faire très attention parce que des exercices peuvent vous conduire à des égalités de type AC égale BC sans que A soit égal à B. Donc ça se produit assez fréquemment chez les matrices. Quatrième point, si A et B sont inversibles, alors le produit AB l'est aussi, et l'inverse de AB est égal à B-1 fois A puissance moins 1. Alors d'abord, si A et B sont inversibles, ça veut dire que le déterminant de A est non nul, et le déterminant de B également. Or, le déterminant de AB est égal au déterminant de A fois déterminant de B. Donc le déterminant de AB est non nul, donc AB est inversible. Deuxièmement, AB étant inversible, j'en reviens à la définition. Ça veut dire que AB fois AB puissance moins 1 est égal à I. Si à la place de AB puissance moins 1, j'écris B puissance moins 1 A puissance moins 1, l'égalité du haut me dit A fois B puissance moins 1 fois A puissance moins 1 égale I. Au milieu du produit, B fois B puissance moins 1 se simplifie en I, donc je me retrouve avec A, I, A puissance moins 1, donc A, A puissance moins 1. Or, A était inversible, donc A, A puissance moins 1 elle-même vaut I. Effectivement, ça fonctionne très bien. Si vous partiez du postulat que l'inverse de AB vaut A puissance moins 1 fois B puissance moins 1, le fait de plonger ça dans la définition vous montre que non, ça ne fonctionne pas forcément, le produit étant non commutatif. Une dernière propriété, si A est différent de la matrice nulle et B également, et si en plus le produit AB est égal à la matrice nulle, donc ça aussi ça arrive, on a pu le constater en exercice, alors A et B ne sont pas inversibles. C'est-à-dire que si vraiment on constate qu'un produit matriciel est nul, alors que les deux matrices de départ ne le sont pas, ça signifie que les deux matrices ne sont pas inversibles. Si une seule des deux n'est pas inversible, ça n'est pas suffisant. Il faut que les deux ne soient pas inversibles. Encore une fois, je vous laisse chercher par vous-même une justification de ce qu'on est en train d'affirmer ici, ne serait-ce qu'en cherchant une preuve en dimension 2. Alors maintenant, comment arriver à trouver une matrice inverse? On a accès à deux méthodes. La première que je vais présenter, c'est la méthode générale, calculatoire, on va dire directement, ce qui s'appelle la méthode des cofacteurs. On a déjà vu l'emploi des cofacteurs pour calculer un déterminant. Il s'agissait d'isoler une ligne ou une colonne de la matrice. On avait fait un exemple en dimension 3, donc cet objet-là, ligne ou colonne, possédait 3 facteurs. On avait cherché les 3 cofacteurs. Comment est-ce qu'on avait fait? On avait eu à calculer 3 déterminants de dimension 2 et à appliquer une règle des signes. Pour inverser une matrice d'une manière générale, on a besoin d'une matrice qui s'appelle comme de A, qui est la matrice de tous les cofacteurs, de tous les facteurs qui étaient présents dans A au départ. Donc, par exemple, en dimension 3, il n'y a pas que 3 cofacteurs à calculer, il y en aurait 9. Une fois cette matrice obtenue, on a besoin de sa transposer, et on doit mettre un facteur réel devant tout ça, qui est 1 sur déterminant de A. 1 sur déterminant de A, transposé de comme de A, la comatrice de A, donc la matrice des cofacteurs. Alors on se rend compte qu'effectivement, si on veut que A puissance moins 1 existe, et si on en croit cette formule, il faut bien que le déterminant de A soit différent de 0. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe, et là on ne va pas aller dans le détail des calculs parce que c'est un petit peu lourd. Je prends cette matrice-là. Cette matrice-là, admettons-le, mais vous pouvez le vérifier, son déterminant est égal à moins 10. Donc au bout du compte, j'aurai à diviser par moins 10, ce que j'aurai obtenu. La matrice de ces cofacteurs, donc la comatrice de A, eh bien, c'est la matrice qui est obtenue en calculant les 9 déterminants de dimension 2 qui seraient nécessaires. Alors, je vous rappelle par exemple, tout en haut à gauche, le premier facteur de la matrice est 3. Je raye sa ligne et sa colonne, et je calcule le déterminant des 4 éléments qui restent dans la matrice.
Donc si j'enlève la ligne et la colonne de la matrice A, en tout cas du terme 3, il me reste 4, moins 1, 3, 2. Donc je les retrouve ici, 4, 1, 3, 2, pardon. Et je fais de même avec les 8 autres facteurs de la matrice. Donc à chaque fois, j'ai un déterminant de dimension 2 à calculer, et on se souviendra aussi que pour calculer des cofacteurs, on doit appliquer une règle des signes, qui est une alternance de signes plus et moins. Donc en dimension 3, ça donne plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. D'accord? Donc ce qui signifie que partout où on rencontre un signe moins, on doit affecter le signe du résultat du déterminant de dimension 2. Et à partir de là, encore une fois, vous pourrez le vérifier, on obtient cette matrice-là. Voici la liste des 9 cofacteurs, des facteurs qui étaient présents au départ dans la matrice A. Donc là, on a la comatrice de A. On a besoin, formule en haut à droite, de cette transposée. Donc j'échange ligne et colonne. Et enfin, la matrice A puissance moins 1 est égale à 1 sur moins 10 fois cette matrice. Donc je divise chacun des termes, ou des facteurs, si vous préférez, de la nouvelle matrice, par moins 10. Et donc j'obtiens ça. Encore une fois, vous pourrez tenter votre chance. Cette matrice-là est bien l'inverse de la toute première. Si vous les multipliez l'une par l'autre, quel que soit le sens, vous obtenez la matrice identité. Alors, cette méthode, elle n'est pas très, comment dire, séduisante, mais elle a au moins le mérite d'être robuste, c'est-à-dire que, déjà, ça peut se programmer relativement facilement, et sauf erreur de signe, on va dire, sauf risque d'erreur de signe, on y arrive. Alors, voyons maintenant une méthode un petit peu plus subtile, et que peut-être beaucoup d'entre vous préféreront, c'est la méthode de Gauss. On va procéder par transformation successive de la matrice de départ. Alors, il s'agit d'une méthode qui s'apparente évidemment au pivot de Gauss, mais qui va plus loin. C'est une espèce de double pivot de Gauss. L'idée, c'est de partir de la matrice A et de la transformer progressivement en la matrice identité, étape par étape. Donc, on veut la rendre diagonale, puis on veut que les termes de la diagonale soient égaux à 1. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire comme transformation dans une matrice? Eh bien, on a le droit de transformer une ligne ou une colonne par une combinaison linéaire, enfin par elle-même associée à une combinaison linéaire d'autres lignes et d'autres colonnes. Donc par exemple, si je décide de travailler avec les lignes, et d'ailleurs au fait je devrais le faire jusqu'au bout, je vais vouloir faire apparaître des zéros dans la partie que je viens de griser. Comment faire apparaître un 0 à la place du facteur 1 dans la deuxième ligne? Eh bien, je vais transformer ou remplacer ma deuxième ligne par une combinaison linéaire qui l'implique, elle, avec la ligne 1. Disons qu'on se base sur la ligne 1 pour commencer, parce que dans cette première étape de transformation, on veut faire apparaître non seulement un 0 en deuxième ligne, mais aussi un 0 en troisième ligne. Donc celle qui ne changera pas est la ligne 1. Et les combinaisons linéaires que l'on fait, c'est avec ligne 2 et ligne 1 pour transformer la ligne 2, et puis ligne 3, ligne 1 pour transformer la ligne 3. Alors je m'aperçois que si je remplace la ligne 2 par 3L2 moins L1, et bien dans le terme de gauche, un 0 apparaît, puisque je vais obtenir 3 moins 3, donc 0. Par contre, la transformation doit être faite sur les autres termes de la ligne. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 4, je dois calculer 3 fois 4, moins 2. Donc je vais obtenir 10. Et au lieu d'avoir 3, je vais calculer 3 fois 3, moins 1. Donc à nouveau 10. Dans la foulée, je m'occupe de la troisième ligne. Et je me rends compte que si je calcule 3 fois ligne 3 plus 2 fois ligne 1, eh bien je vais avoir moins 6 plus 6. Donc j'obtiendrai 0 ici, ce qui m'arrange très bien. Par contre, je vais devoir calculer 3 fois 1 plus 2 fois 4. 3 fois 1 plus 2 fois 2 en première ligne, donc 7. Et 3 fois 2 plus 2 fois moins 1, donc 4. Voilà, donc j'ai fait ma première série de transformations. Et maintenant, je vais m'occuper de la deuxième colonne. Je veux faire apparaître des zéros en première ligne et troisième ligne. Donc cette fois-ci, ma ligne pivot va être la deuxième ligne.
Et mon pivot de Gauss va être le terme 10 de la deuxième ligne. Je vais créer des combinaisons linéaires pour qu'une combinaison de 2 et de 10 me donne 0. Et puis en bas, une combinaison de 7 et de 10 me donne 0 aussi. D'où les combinaisons linéaires qui apparaissent ici. L1 doit être remplacé ou peut être remplacé par 5L1 moins L2. Ça fonctionnera très bien. Et L3 par 10L3 moins 7L2. J'obtiendrai donc 70 moins 70. Alors, à l'issue des calculs, j'obtiens cette matrice. À noter que les nouvelles combinaisons linéaires n'ont pas affecté les zéros qui avaient été obtenus en première colonne préalablement, et tant mieux. On va maintenant finir avec les termes de la troisième colonne. Je veux voir apparaître des zéros dans la zone grisée, donc en première et deuxième ligne, et la ligne que je ne vais pas transformer, mais sur laquelle je vais m'appuyer, est la troisième, avec notamment un pivot ici à moins 30. Donc les combinaisons linéaires vont être plutôt simples ici. Avec 2L1 moins L3 moins 15 va se simplifier avec moins 30. Et en deuxième ligne, avec 3L2 plus L3, j'obtiendrai 30 moins 30, donc 0. Alors avant de terminer, je vais faire un travail identique en parallèle. Alors je vous avais dit qu'à gauche, ce qu'on essayait de faire, c'était progressivement de transformer la matrice A en la matrice identité. Je vais reprendre les mêmes transformations de lignes, mais à partir de la matrice identité. Et puis on finira en parallèle tout en bas les deux opérations. Donc j'applique évidemment les transformations qui avaient été décidées en premier, et je les applique à I cette fois-ci. Donc ma matrice I va se trouver transformée petit à petit. Les deuxièmes transformations sont celles-ci et nous donnent cette matrice-là, et je dois appliquer les troisièmes transformations. Très bien. Alors à gauche, qu'est-ce que j'ai obtenu? Une matrice diagonale 30, 30, moins 30. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, je ne vais plus combiner des lignes entre elles cette fois-ci, mais simplement des lignes avec elles-mêmes, on va dire. Je divise la première ligne par 30, la deuxième par 30 et la troisième par moins 30. Qu'est-ce que j'obtiendrai? Bien entendu, la matrice identité à gauche. Ma matrice I, dans les épreuves de droite, et après les trois transformations qui ont été imposées, 3 fois 2 transformations même, m'a fait obtenir cette matrice. Si j'applique maintenant mes divisions par 30, 30 et moins 30, j'obtiens ça. Et je constate, c'est ce que la méthode des cofacteurs nous avait montré, que j'obtiens la matrice inverse de ma matrice de départ. Donc ce sont des transformations qui sont très malignes. C'est vrai que voilà, il fallait y penser, mais en utilisant un pivot de Gauss, et cette fois-ci on rentre dans la matrice diagonale, on verra plus tard la méthode du pivot de Gauss pour résoudre un système où il ne faudra pas aller jusqu'à une matrice diagonale. Une matrice triangulaire fera très bien l'affaire. Bah, si on va jusqu'à une matrice diagonale et qu'on en profite pour la transformer en l'identité, et qu'on applique exactement les mêmes transformations à la matrice d'identité, on obtient la matrice à puissance moins 1. Voilà, donc je vous inviterai à le faire en exercice, bien entendu, pour vous entraîner. Alors, je vous rassure également, il y a un certain nombre de cas de figure où on travaille en dimension 2. Et trouver une matrice inverse en dimension 2, ça ne demande pas de déployer tout cet arsenal de méthodes. On verra aussi dans une vidéo prochaine qu'en dimension 2, on peut aller très vite et prendre un raccourci, et il suffira de retenir par cœur les transformations à effectuer, ce qui nous avait conduit à envisager un exemple qui était donné en fin de diapo, ou plutôt de vidéo numéro 1, qui nous disait que la matrice 1, 2, moins 3, 4 avait pour inverse 0,4, moins 0,2, 0,3, 0,1. Ça fonctionnait très bien, et je n'ai pas eu besoin de la méthode de Gauss pour le trouver, et pour le redire là de tête. Voilà, je vous inviterai donc à traiter les exercices de cette partie, et bien sûr suivra une vidéo de corrigé de ces exercices. À très bientôt, et au revoir.